La francophonie, c'est aussi les rencontres qui deviennent des projets et conduisent les personnes à la découverte d'autres cultures et coutumes, qui servent de clé vers d'autres réalités et vérités. Le théâtre à travers le français et le français à travers le théâtre est aussi une belle rencontre qui incarne un riche héritage, d'un côté linguistique et de l'autre côté artistique. On abordera ces deux beaux univers, le français, la francophonie et le théâtre, avec l'invité de ce soir qui en connaît beaucoup de choses et qui est prête à partager avec nous sa riche expérience chevronnée. Sur le plateau de la francophonie, nous avons le plaisir d'accueillir Ivan Moran, comédienne, metteur en scène de théâtre et d'opéra et auteur français. Bonsoir Ivan Moran. Bonsoir. Et merci pour votre présence ce soir avec nous. Vous êtes en Arménie pour un projet théâtral artistique francophone initié par Serge Avedikian. Quelle est plus précisément votre mission dans ce projet? Alors, ma mission, elle est double, puisque pour la 4e année, Serge propose à des étudiants de théâtre, des jeunes étudiants qui ont entre 20 et 25 ans, de rencontrer 15 jours par mois, entre janvier et mai, un ou une metteuse en scène, comédien ou metteur en scène ou dramaturge français, qui soient des personnalités très différentes dans leur approche du théâtre, dans leur enseignement du théâtre, dans leur expérience du théâtre, dans leur transmission du théâtre, ce qui fait toute la richesse, je trouve, de ce projet. Alors ma mission est double puisque je suis non seulement un des intervenants, le 4e sur 5, et que j'ai la chance donc pendant 2 semaines entières, pendant 12 jours, de travailler avec une vingtaine d'étudiants de théâtre auxquels j'essaye à travers des textes de faire partager mon expérience du théâtre, ce que, après de longues années de pratique, j'ai fini par me forger comme véritable envie de façon de faire du théâtre. Et puis, double parce que à peu près la moitié de ce groupe va pouvoir venir en France au mois de juillet pendant 10 jours. Ils seront accueillis à la Cité internationale de la langue française, qui est une cité qui est en région parisienne, à Villers-Cotterêts, dans les Hauts-de-France, et qui a pour mission de développer et de rendre compte de toute la francophonie dans le monde, dans tous les continents, partout où on parle français, partout où il y a le goût du français, partout où il y a l'envie de faire de l'art, de la chanson, de la poésie, de la musique, du théâtre, en français. Cette cité internationale, comme son nom l'indique, favorise ces actions. Ils ont des salles d'exposition, mais ils ont aussi une salle de spectacle. Et dans cette salle de spectacle, j'accueillerai une dizaine des étudiants arméniens avec lesquels je travaille actuellement, qui seront mélangés avec 10 autres étudiants, sans doute libanais, francophones eux aussi, pour que, à la fois, je prolonge le travail qui a été fait avec les Arméniens et que je crée une rencontre entre 2 pays, l'un plus historiquement francophone, francophile, francophone, et puis ces jeunes Arméniens qui apprennent le théâtre, mais qui en sont pour certains à la 4e, 5e année d'études de théâtre, mais qui pour certains, pour le français, l'ont débuté il y a 6 ou 7 mois. Mais il arrive à se débrouiller dans la langue? Oh oui. D'abord, je les trouve extrêmement courageux, motivés, combatifs,
Et je crois, et j'en suis très touché, que leur envie de faire du théâtre soit plus forte que les difficultés, et Dieu sait si elles sont nombreuses, de la langue française. Et donc ils travaillent énormément les textes que je leur ai proposés. Qu'est-ce que vous avez proposé comme texte? Alors, pour la première session de travail, nous travaillons Jean Racine, donc auteur on ne peut plus classique du XVIIe siècle, avec 2 tragédies en vers. Donc j'ai mis la barre très 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 haut. Et bien compliqué. Et bien compliqué. Et puis des pièces d'un auteur contemporain qui est décédé il y a 30 ans à peine, qui s'appelait Jean-Luc Lagarce, et qui pour moi est un des 2 ou 3 plus grands auteurs de la fin du XXe siècle, et qui a une langue, une poésie très proche de celle de Racine. Non pas, il n'écrit pas en vers, en alexandrin, mais c'est une écriture des états d'âme du quotidien. Stylistiquement. Voilà. Et il y a un souffle et une respiration qui est proche vraiment de Racine. Et puis je vais travailler un peu après un auteur belge francophone qui s'appelle Maeterlinck, avec une pièce qui s'appelle Les Aveugles, et je vais travailler des textes issus de films de Ingmar Bergman. Voilà, un peu le panel de mes choix. Aussi compliqué. Aussi compliqué. Mais très intéressant. Mais il y a, d'abord, égoïstement, ce sont des artistes, des auteurs que j'adore, et donc autant transmettre le théâtre à travers des textes qui nous touchent profondément. Ça aide à la transmission, ça aide à l'enseignement, et puis au-delà de cet aspect un peu égoïste, je trouve qu'il y a entre ces 4 grands génies une fraternité, une parenté de pudeur, et en même temps, je vais prendre le titre d'un des films les plus célèbres de Bergman, qui, pour moi, illustre ce que j'aime chez ces 4 créateurs. Ce film de Bergman s'appelle « Cris et chuchotements ». Et il y a, dans ce titre et dans le film, tout ce que j'aime au théâtre, la pudeur et l'impudeur extrême qui redevient de la pudeur, parce que même dans l'impudeur et la crise et les cris, on cache encore. Et donc, comme c'est encore un masque, c'est encore du théâtre au sens presque grec du terme. Justement, parce que dans les films de Bergman, c'est le cinéma, mais le théâtre, le drame est très présent. Et le jeu des acteurs, on dirait qu'on est au théâtre vraiment. Il y a ce film... C'est un choix intéressant que vous avez fait d'ailleurs. Oui, merci. J'ai évidemment beaucoup pensé à ce film après la répétition, qui se passe dans un théâtre. Le titre même. Le titre même. Voilà, c'est toujours ce qui m'a intéressé au théâtre. Le naturalisme ne m'intéresse pas. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Il y a des choses formidables qui ne m'intéressent pas. Ça ne m'intéresse pas au théâtre. En revanche, quand les mots ou les attitudes, les comportements plutôt, des personnages ne sont là que pour exprimer que l'écume de ce qu'ils sont, et qu'en regardant, en écoutant cette écume, on peut éventuellement voir à l'intérieur d'eux
là, en tant que spectateur déjà, c'est là que je suis touché et heureux au théâtre, et ça pourrait durer 24 heures, je reste assis dans la salle, parce que je suis à la rencontre de l'humanité dans toutes nos contradictions, dans tout le dramatisme de nos contradictions. Et c'est pour ça que je vais au théâtre, et c'est pour ça aussi que je fais du théâtre. Vous avez mentionné l'étymologie du mot théâtre, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est au final le théâtre pour vous, et plus particulièrement le théâtre français francophone. Alors, si vous pouvez définir, donner une définition intrinsèque à vous. Alors, intrinsèque à moi, le théâtre, au général, au-delà du théâtre français, pour moi le théâtre, mais c'est très personnel. Oui, c'est un bel égoïsme, il faut le dire. Il faut le dire. Pour moi, c'est le silence, le noir et le vide. C'est-à-dire ce qui peut sembler absolument opposé à ce qu'on attend. À ce qu'on attend du théâtre. Et je ne le dis pas par esprit de contradiction ou pour avoir un positionnement original, mais parce que c'est vraiment ce qui me touche au plus profond de moi. C'est-à-dire qu'il y a théâtre pour moi quand les mots déchirent le silence. Il y a théâtre quand la lumière trahit le noir. Il y a théâtre pour moi quand le corps de l'acteur, de l'actrice, vient prendre un peu du vide, vient combler un peu du vide. C'est avec ce point de départ, cette essentialité que nous pouvons faire naître le théâtre, c'est-à-dire raconter des histoires, mais qui peuvent toucher toutes et tous dans tous les pays du monde. Sans comprendre. Même sans comprendre. Parce que ce que nous racontons avant tout, c'est le silence, le noir et le vide. Mais c'est très beau ce que vous dites, c'est presque une poésie, la définition du théâtre. C'est vraiment prononcé comme une poésie. Je trouve que c'est très beau et donc vous avez mentionné le mot transmission. Je crois que comme disait Antoine Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais pour qu'il y ait une transformation, il faut d'abord qu'on ait une transmission. Et vous êtes ici pour faire cette transmission, mais qu'est-ce que voudriez-vous transmettre à travers vos ateliers? Alors, c'est très modeste. Là, c'est très modeste. Et c'est peut-être très ambitieux en même temps que modeste. En tout cas, c'est humble. Je ne sais pas si c'est modeste, mais c'est humble. L'humilité peut aller avec l'ambition. La modestie va souvent avec la vanité, plutôt. Tout à fait, ça se contredit là. Non, sérieusement, j'aimerais transmettre aux étudiants, dans le prolongement de ce que nous venons de dire de ma définition très personnelle du théâtre, qu'ils cherchent toujours à se mettre au service du souffle, c'est-à-dire de la respiration de chaque auteur qu'ils auront dans leur vie professionnelle à travailler. Qu'ils ne s'emparent pas d'un personnage pour le faire leur, mais qu'ils aient un positionnement d'humilité, de se mettre au service d'un auteur, c'est-à-dire que ce n'est pas au service d'une histoire, c'est au service de sa respiration. Parce que la respiration, c'est la vie, ça c'est pas moi qui l'invente. Quand on ne respire plus, c'est qu'on est mort. Et tous les grands génies, Hugo, Racine, Duras, Lagarce, voilà, et Marivaux, il y en a plein d'autres, Corneille, Molière, les grands classiques. Les grands
ils ont une respiration qui est structurée par leur personnalité, peut-être par leurs poumons, comme Proust, qui était asthmatique, mais parce qu'il était asthmatique, il faisait des phrases rythmiques et interminables. Voilà, c'est se mettre à découvrir, à lire, à comprendre l'écriture, la construction d'un auteur, pour trouver sa respiration. Et que si je pouvais transmettre à ces jeunes étudiants en théâtre que la première chose qu'ils ont à faire, c'est pas se dire « je ressemble à Tréplèff dans La Mouette, je ressemble à Hamlet, je ressemble à Lady Macbeth ». Non, ça, c'est égoïste, c'est égocentrique, c'est pas intéressant. En revanche, trouver la respiration de Tchekhov pour jouer Tréplèff, trouver la respiration de Shakespeare, même dans l'anglais originel, pour jouer Lady Macbeth, etc. Ça, si j'arrive à leur transmettre ça, je serai fier. Et donc si, comme des petits points d'acupuncture, comme des gouttes d'eau dans l'océan, je peux transmettre cela, je serai heureux. C'est super. Et est-ce que vous travaillez différemment avec les comédiens arméniens Est-ce que ça se diffère, ce travail, du travail avec les artistes français? Non. Non, pas du tout. C'est vrai, moi... Ou est-ce qu'ils ont une particularité? C'est peut-être tôt d'en juger encore, parce que c'est votre 3e jour. Nous avons fait là maintenant, lundi, mardi, mercredi, 5e jour. 5e jour. Je viens de finir. Donc vous pouvez déjà repérer certaines particularités qui sont intrinsèques et propres aux comédiens, aux artistes arméniens. Oui. Peut-être. Alors, pour ce qui concerne ma façon de travailler, je travaille exactement pareil avec des Français, des gens de toute nationalité, des Arméniens, des amateurs ou des professionnels. Après, c'est le niveau de ce à quoi nous arrivons qui est différent, mais dans la méthode, dans la façon de m'exprimer, de travailler avec elles et eux, vous êtes le même. Je suis le même. Après, oui, il y a, je trouve qu'il y a, en tout cas avec ces jeunes comédiens arméniens, une chose que j'aime beaucoup dans tout l'enseignement des pays de l'Est, de la grande tradition russe, c'est cette mise à disposition de soi qui vient de Stanislavski, de Meyerhold. Et alors, ils le font avec leur âge, ils ont tous 20, 22, 25 ans. Quelquefois, il faut que je freine les ardeurs pour qu'on revienne à quelque chose d'essentiel. Vous faites en quelque sorte une par-excitation pour que voilà. pour que ça soit serein. Voilà. D'où un gros travail sur le silence. Mais je suis très heureux de voir que beaucoup plus que les jeunes comédiennes et comédiens européens aujourd'hui, ils sont très vite sensibles à cela, même si ce n'est pas forcément toujours comme cela qu'on leur a appris. En tout cas, je les sens toutes et tous très à l'écoute, sensibles. Et quand je dis sensibles, c'est-à-dire pas seulement, ils ne font pas seulement un effort pour aller vers ce que je leur enseigne. Voilà, ils sont partants, ils sont ouverts, et ils me renvoient que ça les aide à appréhender les profondeurs des personnages, les différentes faces, les contradictions, que aucun personnage n'est blanc ou noir, ils sont tous gris. Et c'est ça qui est intéressant au théâtre. S'il y avait les méchants et les bons... Ça serait trop simple. Oui, c'est pas très intéressant, c'est pas le western, le théâtre. En revanche, pour que des
spectatrices et des spectateurs soient tous concernés par ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent, il faut que tous aient leurs contradictions et qu'on les découvre au fur et à mesure, non seulement nous, spectateurs, mais eux, personnages. Merci pour cette explication. Votre visite en Arménie, c'est la première, mais votre rencontre avec l'Arménie a eu lieu bien avant. Évidemment que vous connaissiez déjà les Arméniens comme Charles Aznavour, Henri Verneuil et les autres, mais oui, mais cette rencontre est devenue plus tangible avec la panthéonisation de Missak Manouchian et sa femme. Et donc, qu'est-ce que c'était comme rencontre? Qu'est-ce que cette rencontre vous a apporté? Et quel était votre rôle dans la réalisation de cette cérémonie? Alors, dans cette cérémonie, cette panthéonisation de Missak et Mélinée Manouchian, mon rôle a été d'écrire, de concevoir déjà et de réaliser un film sur le parcours de Manouchian, un film d'environ un peu plus de 10 minutes, qui était projeté sur la façade du Panthéon, et puis toute la réalisation, la conception et la réalisation de tout ce qui se passait aux étapes de la remontée par les cercueils de Missak et de Mélinée à chaque arrêt. Par exemple, j'avais choisi de faire interpréter par plusieurs comédiennes et comédiens des poèmes que j'avais choisis dans les poèmes de Missak Manouchian, dans des phrases de son journal, de ses lettres. Donc, les musiques qui accompagnaient tout cela. Donc, j'ai forcément non seulement beaucoup lu sur la fameuse affiche rouge et sur le groupe Manouchian, mais j'ai eu le bonheur, en français, parce que je ne lis pas l'arménien, mais de lire des traductions, je crois, tout à fait excellentes de son journal et de ses poèmes. Donc toutes ces lectures-là, le fait de devoir écrire sur lui, de ne pas être informatif, comme aurait pu faire une IA, pour raconter la vie de Manouchian, mais d'avoir mon point de vue, mais à mon point de vue pour donner un sens, c'est-à-dire de choisir des axes de sa vie et de son parcours pour la raconter au moment où la République française l'honorait, ça m'a évidemment fait découvrir autrement que par les artistes que vous avez cités ou d'autres, l'Arménie, et j'avais presque un besoin physique à l'issue de cette panthéonisation de venir dans ce pays, d'aller au musée des manuscrits, de marcher dans les rues, d'entendre les gens parler, même si je ne comprends pas la langue, de sentir ce pays d'où étaient venus Missak et Mélinée et tant d'autres du groupe et des artistes que je ne connaissais que comme artistes. J'avais besoin de cette rencontre-là, et le cadeau merveilleux que Serge Avedikian m'a fait, c'est de me choisir comme un des intervenants de son projet artistique. Lors de cet entretien, nous avons beaucoup fait référence à l'idée de rencontre. C'était comme Jacques Lacan disait, l'autre avec majuscule. Le mot clé de notre conversation, c'était rencontre avec majuscule. Et je crois que vous avez eu de belles rencontres dans la vie parce que vous êtes issu d'une famille des artistes. Votre mère était comédienne à la Comédie Française. Votre père était un homme de radio, de cinéma. Donc, vous étiez en quelque sorte né et vécu dans cette ambiance déjà prédestinée au théâtre, à l'art. Mais je sais qu'il y a quand même des rencontres qui vous ont marqué à jamais. Et ce n'est pas surprenant parce que c'était des rencontres avec des géants de la cinématographie française comme François Truffaut et de la chanson française comme Georges Brassens. Ah oui. Qu'est-ce que vous gardez de ces rencontres? Alors, il faudrait presque faire une autre émission entière sur ces rencontres.
Donc je vais essayer d'être très court. Mais les choses qui vous ont vraiment marqué à fond. Oui, alors à fond, Brassens, c'est la plus belle rencontre de ma vie. Non seulement parce que je pense que tout le monde en France aimerait rencontrer Jean de La Fontaine ou François Villon. Moi, je les ai rencontrés à travers lui, ou je l'ai rencontré plutôt, et c'est un des plus grands poètes de l'histoire de la poésie française. Et rien que ça, c'est une chance extraordinaire. Et quand en plus, cet immense poète, un des plus grands poètes français, est un des hommes les plus généreux, humains, fraternels, attentifs, empathiques qu'il m'ait été donné de rencontrer dans ma vie, c'est inoubliable. C'est forcément la plus belle rencontre de la vie. Et sincèrement, je pense à lui tous les jours. Votre chanson préférée de lui? Ma chanson préférée, Celui qui a mal tourné. Celui qui a mal tourné. Moi, j'adore Les Passantes. Ah oui, mais le texte n'est pas de lui. Ah oui, c'est vrai. C'est Antoine Paul, un grand poète, mais il a fait une musique sublime. Mais ma chanson préférée, puisque vous me le demandez, c'est vraiment Celui qui a mal tourné. Voilà. Truffaut, c'est autre chose. Je ne l'ai rencontré que 2 fois dans ma vie. Une fois enfant, enfin à 12 ans, quand ma maman a doublé un des rôles de l'enfant sauvage, où j'étais présent pendant le doublage. Mais j'ai surtout eu le bonheur d'avoir un repas en tête-à-tête avec lui, grâce à Jean Renoir. Car Jean Renoir, donc le grand cinéaste français, mon père a beaucoup travaillé pour lui. Truffaut... Alors ce déjeuner, Truffaut. Truffaut était un immense admirateur de Renoir. Il est même allé le voir aux États-Unis quand Renoir s'est installé là-bas. Ils avaient une correspondance, ils parlaient. Et après la disparition de ma mère, pour qui j'ai la faiblesse d'avouer que Truffaut avait beaucoup d'admiration pour elle. Il a écrit une très belle lettre. Et ça a été 2 heures, je ne sais pas, je dis 2 heures, peut-être un peu plus, un peu moins, magnifique, parce qu'on a parlé de la vie. Je pensais qu'il allait me poser des questions sur Renoir, sur mon père, sur ma mère. On a parlé de la vie, et Dieu sait si celle de Truffaut n'était pas simple, surtout son enfance, son adolescence. Et on a parlé de nos blessures d'enfants. Donc c'était une vraie rencontre. Ah oui, courte, parce que je ne l'ai jamais vue. Voilà, c'était en 76, et je ne l'ai jamais, j'ai jamais reparlé avec lui jusqu'à sa disparition, moins de 10 ans après. Vous avez gardé cette lettre? Oui, j'ai gardé cette lettre de Truffaut. Un mot, une expression, une phrase que vous avez gardée dans l'esprit. De la lettre? Courage. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci infiniment pour cette rencontre en majuscule. Merci à Serge Avetikian, petite pensée pour lui. Et tout de bon à tous vos projets. Merci à vous, merci.